Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous et Philippe David. Ça va mon cher Philippe David? Ça va ma chère Cécile. Vous êtes très beau aujourd'hui. Mais vous aussi, vous êtes très belle. Moins que demain. Oh ben bien sûr. Ah bah bien sûr. Nous nous bonifions avec le temps comme les grands vins. Voilà, c'est vrai. Bah, j'aimerais bien moi. Mais ça me coûte cher en crème. Enfin, peu importe. Allez, on est ravis de vous accueillir au 0826 300 300 avec ces grands débats aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, alerte sur cette fragilité du système scolaire. 3 urgences selon lui: élever le niveau des apprentissages, réduire les inégalités, renforcer le bien-être psychique des élèves. Et on vous pose cette question: effondrement de l'école, la politique du ministre de l'Éducation est-elle responsable? Eh bien, vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je crois que dans l'éducation, il faut tout remettre à plat. Et puis la question du soir, le député Louis Bouillard a dissimulé sa montre avant une interview. Est-ce un détail ou révélateur d'un véritable malaise? En tout cas, sommes-nous dans un pays où les signes extérieurs de richesse doivent se cacher sous la manche? Et on vous pose cette question: les signes extérieurs de richesse sont-ils tabous en France? Vous dites oui à 89%. Et oui, c'est un pathos français. Aux États-Unis, c'est le sexe. En France, c'est l'argent. Et je trouve ça complètement fou. Ça nous empêche de progresser parce qu'on n'aime pas la réussite, on n'aime pas l'argent. Et juste avant de démarrer dans ce grand débat, on va vous offrir un peu de douceur puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un magnifique cadeau. Votre lecteur, le livre audio de la marque Prose. Et c'est le premier lecteur de livres audio, simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. Il y a même des livres pour les enfants. Et c'est l'appareil idéal pour vous évader en écoutant vos auteurs préférés, loin des notifications et surtout sans utiliser votre téléphone. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est pratique. Ce téléphone, vous le ramenez quand même 2 secondes, le temps de taper Sud sur le SMS. Vous l'envoyez au 7 20 18. Je rappelle, vous écrivez Sud sur le SMS et vous envoyez au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Et nous aurons la chance certainement de vous avoir en ligne avant la fin de cette émission. Allez, tout de suite, on revient sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui alerte sur la fragilité du système scolaire. C'est notre grand débat. C'est l'heure de l'école, allez hop, debout! Pourquoi t'es pas venu à l'école aujourd'hui? L'école. Alors tu as vu l'école, man. Même les profs, ils vont me déprimer à l'école. Ah, mon vieux, si j'aurais pas voulu. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle? Et chers amis, sur cette question du jour, effondrement de l'école, la politique des ministres de l'Éducation nationale est-elle responsable? Philippe David? Pour le moment, vous dites oui à 90%. Ça monte de point en point. Alors, moi, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Les ministres, oui, bien sûr, mais le problème d'un ministre de l'Éducation, c'est qu'il n'est pas le patron de son ministère. Puisque depuis des années, on fait ce qu'on appelle la cogestion, c'est-à-dire avec les syndicats, qui ont un poids très supérieur au ministre, d'après ce que j'ai ouï dire. Et en plus, il y a l'idéologie. On a voulu que tout le monde ait des diplômes, on a voulu tirer vers le bas. Et on a parfaitement réussi, puisque maintenant, on est au fond du sac dans les classements internationaux que sont PISA et TIMSS. On vous laisse planter, on y est arrivé. Bravo et merci, messieurs, dames. Alors, je rappelle quand même que notre nouveau ministre de l'Éducation nationale était directeur général de l'enseignement scolaire depuis 2019. Donc, ça veut dire que la période Jean-Michel Blanquer. Et c'est étonnant de faire ce constat alors qu'il a déployé toutes les politiques depuis 2019 de ses ministres, finalement, Philippe Bilger. Oui, mais... Ma chère Cécile, je n'incriminerai pas les ministres, parce qu'un ministre en France ne peut pas grand-chose, et il peut d'autant moins lorsqu'il a un président de la République qui pourtant, soucieux, dit-il, de l'éducation, a fait en sorte de ne permettre aucune politique cohérente et structurée dans l'éducation nationale, puisqu'il a nommé une série de ministres, et parfois totalement contradictoires entre eux. Donc je dirais que laissons la responsabilité des ministres, et attachons-nous plutôt, et je termine là-dessus, au fait que de manière
systématique lorsque une action est menée sur l'éducation nationale, au lieu de s'occuper de ce qui constitue le cœur de la formation, apprendre, lire, compter, la culture, l'histoire, la géographie, on va avec volupté vers des démarches périphériques, c'est-à-dire comment être bien, comment apprendre la sexualité, comment se sentir bien, comme des choses complètement aberrantes, et c'est la raison essentielle de la faillite. Oui, Michael Sadoun. J'acquiesce tellement que je vais me décrocher la tête. C'est très intéressant qu'Emmanuel Macron ait consacré aussi peu d'énergie et de moyens à ce dossier, sachant, et je le dis pas avec ironie, sachant qu'il a épousé son ancienne prof et que sa femme est une ancienne prof. Ça devrait être un sujet pour lui essentiel et fondamental dans sa vie. Ça l'a pas été. Les choses n'ont pas beaucoup bougé. Il y a eu quelques annonces sous Gabriel Attal. Est-ce qu'elles ont été réalisées depuis ? Ça reste à voir, parce que le plus difficile dans l'éducation nationale, comme c'est la plus grande administration du monde, c'est pas d'établir des stratégies, mais c'est ensuite de les faire descendre dans l'opérationnel. Pour moi, évidemment, le cœur du sujet, c'est évidemment le rétablissement des fondamentaux qui caractérise tous les pays qui sont premiers du classement PISA. C'est aussi la revalorisation des professeurs. Les professeurs en France gagnent beaucoup trop peu d'argent. Un prof dans le secondaire en France, il gagne en moyenne 4 000 bruts par mois, c'est 2 fois plus en Allemagne. Je rappelle que pour être prof dans le secondaire, il faut être prof agrégé, donc il faut vraiment être normalement une brute de sa matière. Bon, on se retrouve donc avec des bac plus 8 qui gagnent mal, qui gagnent très mal, et par rapport à leurs voisins, c'est très peu, et donc ils sont dévalorisés par les étudiants comme par les parents. Donc c'est un truc à rétablir. En général. Mais est-ce que, j'entends ce que vous dites, mais depuis 2019, en tout cas depuis, comment il s'appelle, Jean-Michel Blanquer, on nous propose des réformes, ces réformes sur réformes sur réformes, et tous les ministres de l'éducation nationale parlent de problèmes, disent que l'éducation va mal. Ça envoie quand même un signal, et je comprends que aucun prof n'ait envie de venir. Avec des propositions qui sont mises en place, on ne sait même pas, et vous le dites vous-même, on ne sait même pas si elles vont au bout. Ça, c'est un vrai souci, Philippe. Il faut de la stabilité à un moment donné. Vous avez raison. Là, il faut une stabilité de la politique, et d'autre part, il faut permettre aux enseignants de retrouver la fierté de leur métier. Oui. Je regrette qu'il ne l'ait pas. Et vous évoquez Jean-Michel Blanquer. Moi, j'ajouterais, et au risque de subir l'ironie de Michael Sadoun, que pendant 5 mois, on a eu un bon ministre avec Gabriel Attal, mais qui malheureusement est allé vers d'autres paysages qui lui convenaient plus mal. Mais en réalité, Jean-Michel Blanquer s'était attaqué non seulement aux fondamentaux, mais à un état d'esprit fondamental qui gangrenait l'éducation nationale. Gabriel Attal, il a fait une chose, c'est la baya, qui n'a pas grand-chose à voir. Il a fait des annonces. Mon honnêteté va si loin que je suis capable de... Gabriel Attal a fait les groupes de niveau en mathématiques et en français, le retour du redoublement dans certains cas, les ajustements de la réforme sur le bac professionnel. Mais en peu de temps, 6 mois, c'est déjà pas mal. Et il avait fait des annonces sur l'augmentation aussi des professeurs, qui est un point essentiel. Donc, mon honnêteté va loin, tu vois. Je suis capable de dire qu'il a fait de bonnes choses, mais il n'est pas resté assez longtemps pour les mettre en place. Son ambition a cassé son action. Et c'est dommage, il aurait été très bon là. Mais je le crois. Le B.A.B.A., vous l'avez dit, c'est Jules, c'est de revenir aux fondamentaux. Ce qui est terrible, c'est que dans les années 70, c'était la réforme Abi, notamment. Il y avait eu le collège unique qui a posé problème. C'était la réforme Abi. Coluche avait dit, on a eu la réforme Abi, on aura la réforme à poil. Parce que chaque ministre de l'Éducation nationale faisait sa réforme pour que son nom reste dans l'histoire. Aujourd'hui, à l'époque, on rentrait en 6e. Il y avait même un examen d'entrée en 6e qui a été supprimé pour les élèves nés en 1966 de mémoire, parce que je crois que c'était la première année qu'il n'avait pas. Vous rentriez en 6e, vous saviez parfaitement lire, parfaitement écrire, parfaitement compter. Aujourd'hui, vous avez des élèves en 6e, c'est une vingtaine de pourcents, je crois, qui ne savent pas lire, pas écrire, pas compter. Comment allez-vous apprendre une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou une autre, si vous ne maîtrisez pas votre langue maternelle? C'est même pas la peine. Non, mais il faut arrêter la filière générale pour tout le monde. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément fait pour des trucs académiques. Ça veut pas dire que les gens sont pas intelligents. Il faut revaloriser les filières techniques. Il faut dire aux gens, faut les orienter. Si les études plaisent pas à certains enfants, il faut pas les faire grandir dans l'idée qu'ils sont bêtes. Ils font simplement. Ça les empêche pas d'être talentueux sur d'autres choses. Très talentueux, qui deviennent très riches, qui font des réussites extraordinaires. Et ce sont les parents qui posent aussi le problème. Et l'idéologie. Ouais. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause si vous voulez bien sûr participer au débat. Vous êtes les bienvenus 0800 26
300 300 et merci de votre fidélité aux vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on continue sur ce sujet avec le nouveau ministre de l'Éducation, hein, Édouard Geffray, qui alerte sur cette fragilité du système scolaire. Avec Mickaël, qui était avec nous au 0826 300 300, qui voulait réagir. Bonsoir, cher Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il a un très joli prénom. Oui. Je vois pas pourquoi vous dites ça, Mickaël. J'ai pas choisi. Allez-y, on vous écoute. Bah, écoutez, oui, je tenais à réagir parce que on nous multiplie là depuis l'élection d'Emmanuel Macron les ministres de l'Éducation nationale qui s'emploient sur leur côté à proposer des réformes qui finalement sont pas des réformes de fond et qui ne font rien bouger, quoi. C'est quoi, ce serait quoi pour vous des réformes de fond? Ben écoutez, pour moi, ce serait vraiment revenir à un enseignement, aux enseignements fondamentaux, revenir à une méthode telle qu'elle a été appliquée sous la Troisième République. Voilà, les hussards noirs. Les hussards noirs de la République, voilà, qui étaient respectés. Dont l'enseignement ne se discutait pas et qui avait une autorité dans leur classe, qui bénéficiait d'une certaine aura que les professeurs n'ont plus. Et c'est d'ailleurs pourquoi plus personne veut passer le concours. Oui, mais on est dans une ère où il faut laisser l'enfant s'exprimer. Excusez-moi, mais chaque année il y a des concours, des postes au concours qui ne sont pas pourvus parce que les gens ne veulent plus faire ce métier à cause des conditions de travail, bien sûr, mais aussi à cause du salaire. Et on parlait de ce qu'on y enseigne. Parce que le niveau baisse, le niveau des professeurs est en train de baisser. C'est effrayant de voir le nombre de fautes d'orthographe qu'ils font. Parce que le nerf de la guerre, je vous redis, c'est l'argent et c'est le respect qu'on attache à une fonction. Moi, je suis prof dans le supérieur. C'est pas mon métier principal, mais je suis intervenant dans le supérieur. Donc, je me sens valorisé, etc., au regard de la société et puis de l'argent que j'y gagne, etc. et tout. Mais il faut bien dire quelque chose, j'adore ce que je fais, mais jamais j'aurais pu devenir prof dans le secondaire. C'est génial, j'adore, c'est une mission extraordinaire. Mais jamais j'aurais pu devenir prof dans le secondaire parce que on perçoit aujourd'hui ça, à tort ou à raison, socialement, comme un truc dégradant. On se fait pas respecter des élèves, le salaire il est pas assez important, les parents n'ont plus le sens du respect des élèves, des étudiants, pardon. On en parlait la semaine dernière avec, je crois, cet élève et son père, ou je sais pas quoi, qui ont agressé un prof. Est-ce que c'est on ne se fait pas respecter des élèves ou on nous empêche de ne pas se faire respecter par les élèves? Ça, c'est autre chose. Le prof n'est plus au centre de l'école. Il y a une suradministration. On fait attention aux nouvelles générations qui aujourd'hui mettent volontiers leurs problèmes sur la table en disant tu comprends, non mais parce qu'il peut pas dire ça en cours, mais tu comprends, il m'a heurté dans ma sensibilité, etc. Il faut remettre le prof et l'autorité au centre de l'école. Sans ça, c'est mort. Allez, Sophie qui est avec nous au 0826 300 300. Sophie de Troyes. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute Sophie. Oui, comme je signalais à votre collègue, moi je suis conseiller pénitentiaire. Oui. Alors pas en milieu fermé, pas en détention, mais en milieu ouvert, c'est-à-dire dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Tous les jours, nous brassons une population, nous brassons la population la plus défavorisée, en fait. On est au contact de la misère tous les jours, toute l'année. Et moi, qu'est-ce que je constate, c'est qu'en fait, on a une population de jeunes adultes et d'adultes aussi beaucoup plus âgés qui n'ont aucune maîtrise de la lecture et de l'écriture. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont quel âge à peu près? Sophie, c'est quoi? Ils ont quel âge à peu près? Ah bah là, nous, service pénitentiaire, nous absorbons les condamnations à partir de 18 ans. D'accord. Donc là, on a toute une... Là, en ce moment, on a les... Enfin voilà, à partir de 18 ans, on constate que les 18 ans, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils sortent du système scolaire, et ils ont aucun bagage. Beaucoup sortent du système scolaire en 3e, voire même en 4e. Les missions locales n'ont pas les moyens suffisants pour les tracer un par un et pour leur offrir les portes d'une formation qualifiante. Et quand on voit aussi les délais, j'ai un petit jeune là, il a 20 piges, il veut faire un casse-test. Il a fait un casse-test en mai, on lui propose
d'entrée. Un casse-tête, c'est pour conduire un Fenwick dans les hangars pour charger des camions. D'accord. En mai, il a demandé ça à la mission locale en mai. On lui répond qu'il aura peut-être une formation en novembre. Ouais, mais c'est pas possible. Réaction, bougez pas, Sophie. Non, mais c'est clair, moi-même dans le supérieur, j'ai déjà eu des élèves, il y en a que j'aime beaucoup et qui sont très talentueux, etc. Il n'y a aucun problème. Mais il y en a certains qu'on voit à une vingtaine d'années, ils écrivent encore en style télégraphique parce que la composition d'une phrase, la syntaxe, c'est pas possible en fait. Excusez-moi, moi je me pose une question quand même. Aujourd'hui, on a l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, j'ai connu mes grands-parents qui étaient nés pour 3 d'entre eux au 19e siècle. Ils avaient arrêté l'école à 11-12 ans, ça s'appelle certificat d'études. Ils écrivaient tous, j'en ai connu 3 sur 4, un français parfait, sans faute d'orthographe. Bien sûr. Mes parents n'ont pas fait plus que le certificat d'études. Ils écrivaient sans faute d'orthographe dans un français parfait. On n'a jamais mis autant d'argent dans l'éducation. Alors, où passe l'argent ? Moi, je pense qu'il faut refaire les méthodes de A à Z. Mais si c'est faire ça, est-ce que c'est pas, pour le gouvernement, montrer son propre échec ? C'est-à-dire qu'on cache un peu sous le tapis, on met 2-3 mesures, on parle de diversité, on parle de familles fragiles, mais on parle pas de la réalité, en fait. Bien sûr, mais je crois que l'un des problèmes, et bien sûr, je ne résous pas la question en disant cela, c'est que il y a l'école qui n'apprend plus les fondamentaux et l'art de la culture, de ce qui est nécessaire pour mieux vivre, mais en même temps, il y a tout un environnement qui n'est pas favorable à l'école. La période dont parlait Philippe avec ses grands-parents, et moi-même, j'ai connu la même chose quand j'étais collégien, on vivait dans un climat qui naturellement favorisait l'épanouissement à l'école. Ça change tout aussi. Hein. Merci Sophie, merci Mickaël. Allez, vous restez avec nous tout de suite. On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et sa maison est squattée, elle finit en garde à vue pour association de malfaiteurs. Une fois de plus, Cécile, là, on n'y croit vraiment pas. Je vais le faire façon coup de gueule à la Philippe David. Merci. Mais je crois que la France est bien le seul pays au monde où un squatteur peut porter plainte contre la personne dont il squatte la maison. À Andernos-les-Bains, Karine Lelouch vit un cauchemar bien français. Alors qu'elle souhaitait vendre la maison de son père, un squatteur décide de s'installer chez elle et là, impossible de l'expulser. Pire encore, la femme de 55 ans a été placée en garde à vue le 30 septembre dernier après que l'occupant l'ait accusé d'avoir tenté de le déloger. Pas la force, moi je vous le dis, on n'y croit pas. Karine Lelouch est avec nous, propriétaire donc de cette maison à Andernos-les-Bains. Karine Lelouch, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. En fait, on a du mal à imaginer, cette information est un peu ubuesque. Comment est-il possible ? Racontez-nous rapidement l'histoire. Vous ne vivez pas dans cette maison, vous ne viviez pas dans cette maison, c'est un héritage, je crois. Oui, tout à fait. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'accueillir en fait sur votre radio. Avec plaisir. Il faut que ça soit relayé, que les gens aient conscience de tout ça. Oui, en fait, c'est une maison dont j'ai hérité de mon père, qui est décédé en 2020. Et cette maison a toujours eu un projet immobilier, sur cette maison. Donc, c'est important de vous le dire parce que la maison a été un petit peu envahi par les ronces. Il y a un promoteur un petit peu qui a débroussaillé, ce qui a permis effectivement à cette personne-là de rentrer. Effectivement, elle est rentrée vers le mois de mars. Elle s'est fait installer l'électricité, la fibre. Et donc moi j'ai porté plainte. Déjà en portant plainte, j'ai dit aux gendarmes, c'est pas compliqué. Moi dès qu'il va partir, je rechange les serrures. Les gendarmes m'ont rétorqué, si vous rentrez chez lui, c'est vous qu'on embarque. Donc, un peu le monde à l'envers, je l'ai repris, je lui ai dit non mais c'est pas chez lui, c'est chez moi monsieur le gendarme. Donc c'est quand même ahurissant. Ah oui. Donc moi j'ai fait procédure légale avec le préfet, donc normalement c'est expulsion en 72 heures, normalement suivant cette loi. Et le squatteur a déclaré que lui n'avait fait aucune infraction pour entrer. On a prêté pas ses paroles. Moi, jamais on m'a interrogé, on m'a demandé de fournir les clés de la maison. Et on a prêté foi à ses paroles. Et en fait, le préfet a déclaré que non, ce n'était pas recevable, ce n'était pas un squat.
C'est hallucinant. Non, mais là, on a un exemple, mais il y a de quoi expliquer une crise. À la fois la sophistication de l'état de droit, l'absurdité de la justice, alors que devant une situation pareille, au risque d'offenser tous les puristes, on voit où sont les responsabilités, où est le coupable, où est l'innocence qui doit retrouver, et on règle le problème de manière non pas expéditive, mais équitable. C'est fou ce que ça va durer des années. Et pourtant, on avait entendu dire... On avait fait une loi anti-squatter, théoriquement. Voilà, il y a une loi anti-squatter. On en est où de ça? Et aujourd'hui, vous en êtes où, Karine? Alors du coup, pour moi, la loi anti-squat, elle ne marche pas parce qu'il aurait fallu, après moi j'ai appris qu'en fait, il faudrait mettre des caméras à l'extérieur. Attention, puis payer des vigiles. Oui, voilà, faut pas non plus filmer la voie publique, donc c'est un petit peu compliqué pour prouver l'effraction en fait. Mais ce monsieur, moi, il a pas de bail, il a pas de titre de propriété, il a rien. On voit que c'est des serrures neuves, mais non, on considère que c'est pas un squat. Donc pour moi, la loi anti-squat, elle n'est pas appliquée. Je parlais récemment. On n'a plus de temps, les amis. Je suis désolée. Vous l'avez vendue cette maison aujourd'hui avec lui dedans? Oui, avec lui dedans, et je l'ai vendue à perte. J'ai perdu beaucoup d'argent sur ce. Oula, ouais. Franchement, Karine, non, mais il y en a qui enlèvent même les portes et les fenêtres pour que ça devienne invivable. Moi, je parlais un peu dans l'immobilier qui me disait qu'il s'arrachait les cheveux et que. Je suis désolée d'entendre tout ça. Enfin, on est vraiment désolé pour vous, Karine. Merci en tout cas. Franchement, je suis atterrée de cette société. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. En Karine. Espagne, il y a des sociétés privées. Une qui s'appelle Desocupa. Ils viennent en 1 heure chez vous, ils dégagent tout le monde. Oui, on va se calmer, Philippe David. Écoutez, moi, je prends modèle sur l'Espagne. Mais dans d'autres pays, ça se fait, ouais. Manu Militari, comme on dit. Karine, merci en tout cas pour ce témoignage et on espère toujours que ça fasse réagir, mais malheureusement, on voit que les choses ne bougent pas beaucoup. Merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Philippe David, le tour de table. La palinodie de Manuel Valls. Avec vous, Michael Sadoun. Tout le monde peut avoir son avis sur une décision de justice. Présider et s'aimer, comme le dit Ségolène. Vous avez dit quoi? Présider est aimer. Ah, présider est aimer. J'ai cru que c'était présider et s'aimer. J'aurais pu dire un truc comme ça, moi, non? Oui. Oui, non, je crois pas. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Vous avez remarqué, Philippe David? Oui. Je suis en premier dans le jingle. Bah oui. C'est fou, non? Bah c'est bien. Et pourquoi c'est pas vous? Bah parce que c'est vous. Ouais, parce que vous êtes galant. Absolument. Ah, vous êtes trop bien. Et la galanterie est malheureusement une valeur qui se perd. Non, mais vous l'avez. Voilà, vous voyez, je viens de le remarquer. Je me dis, quel chou. Chou, vous êtes chou. Merci. Je remarque en tout cas que je ne suis pas au générique, donc je ne sais pas si c'est par galanterie ou je ne sais quoi, mais. Non, ok. À partir de maintenant, on fera les costumes de Donald Cardone avec la participation de la mise en scène de Roger. Non, on le fera. Bah, si ça peut vous faire plaisir, on vous mettra dans le générique de fin. On vous remercie sincèrement, Michael Sadoun, d'avoir eu la gentillesse bien de nous bénir par sa parole. Voilà. N'exagérez pas. C'est un peu beaucoup. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Le tour de table. De l'actualité. C'est du russe. Non, ça, c'est pas du russe. Philippe David, Manuel Valls, macronisme a été la négation du politique. Ah bah alors c'est extraordinaire. Manuel Valls a dit, c'est dans une interview aujourd'hui qui a été publiée dans Le Point, que, je cite, il affirme que le macronisme c'est la négation du politique et qu'il dénonce pour son éviction un mélange de mesquinerie et de cynisme. Alors je cite, le macronisme n'a pas été une coalition sur la base de compromis réciproques, mais l'absorption des partis traditionnels, il a été la négation du politique. Jusque-là, rien à redire. Je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est la suite. C'est pour ça que j'ai parlé de palinodie. Une palinodie, c'est un texte où vous dites une chose pendant 90% du temps et les 10 derniers pourcents, vous dites exactement le contraire. Et ensuite, il dit,
c'est pour ça que j'en ris. Nous devons construire une coalition du centre droit aux socialistes basée sur un projet qui ne soit pas seulement le rejet de LFI et du RN. Et en fait, il veut faire exactement ce qu'a fait Macron, aller du centre droit, Édouard Philippe, etc., jusqu'aux socialistes qui sont venus chez lui, Agnès Pannier-Runacher, Belloubet, enfin il y en a eu des nombreux de LR et du PS. Et en fait, c'est ce que je trouve absolument génial. C'est que le diagnostic est excellent, mais que le remède est la même chose que le mal. Dans ces cas-là, autant qu'il recrée un parti et qu'il l'appelle La République en marche bis ou En marche bis, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça... La République à pied, c'est La bien. République à pied, c'est ça. Oui, et j'ai trouvé ça complètement fou. Le diagnostic est excellent et la proposition est... Mais pourtant, sais pas il si le dit diagnostic qu'il ne est soit excellent. pas seulement fondé sur le rejet de LFI et du RN. Oui, ce qui n'est pas le cas de En Marche. Non, je parle aujourd'hui, vous faites un gouvernement qui va de Horizon, que je vais compter au centre droit, jusqu'au PS, ils sont d'accord sur quoi ? La preuve, ils n'arrivent même pas à faire un budget ensemble. Ils sont d'accord sur l'Europe, ils sont d'accord sur la mondialisation, ils sont d'accord sur une certaine forme de centrisme, ils sont d'accord sur le rejet des passions populaires, ils sont d'accord pour ne pas faire de référendum sur les sujets essentiels, ils sont d'accord. Mais ça existe déjà, ça s'appelle le macronisme. Donc c'est pas pour faire un macronisme bis, aucun intérêt. Ça, on est 1000 fois d'accord. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis le macronisme n'est pas une idéologie ou c'est la négation d'une idéologie. Pas du tout. Le macronisme, c'est une idéologie. D'ailleurs, Manuel Valls devrait le savoir, puisque les gens qui ont construit la Macronie sont des anciens rocardiens exactement comme lui, des gens qui ont été avec Dominique Strauss-Kahn exactement comme lui, les DSK Boys ou ses amis Stéphane Fuchs, etc. et tout. J'ai rien contre eux, mais c'est une idéologie évidemment libérale, pro-européenne, social-libérale, disons, parce que c'est quand même des gens qui croient dans le rôle de l'État, mais d'abord en la capacité de production, donc flexibilisation du marché du travail, etc. Éducation plutôt laxiste, justice plutôt laxiste, plutôt progressiste sur les sujets de société. Le macronisme a une définition pour moi idéologique, très identifiée. Mais voilà, je suis pas dans la diabolisation de ce qui est en dehors. Philippe Bilger, ça pourrait être une phrase de philo, en tout cas, pour un devoir de philo. Pour Ségolène Royal, présider, c'est aimer. Est-ce que c'est vrai ? Absolument, ma chère Cécile. Et vous savez que j'aime beaucoup Ségolène Royal, et parfois il lui arrive de proférer quelques opinions discutables. Mais j'aime beaucoup sa nature. Au fond, je préfère les personnalités aux idées, contrairement à Philippe David, qui est un intellectuel. Mais Ségolène Royal est extraordinaire parce qu'à chaque fois elle écrit un livre, elle dit « Présider, c'est aimer ». Ce que j'ai bien aimé, au risque d'être naïf et peut-être mièvre, c'est le fait qu'elle indique que les qualités qu'on doit avoir lorsqu'on aime ses enfants, pourraient servir à la vie politique, à un certain nombre de vertus humaines, d'écoute, de dialogue, de compréhension, de compromis. Alors j'entends bien qu'on peut ricaner, mais je crois que, et ça n'est pas devenir l'état maternant qu'on dénonce à juste titre, je crois que trop souvent on écarte trop volontiers des qualités humaines qui pourraient être utiles, surtout dans l'univers très dur de la politique. Mickaël ? Moi, je suis pas... Non, allez-y, Mickaël. Pour moi, évidemment, pour vouloir le bien du peuple, il faut l'aimer. Voilà. Mais je crois que c'est un amour qui doit être plus, permettez-moi de le dire, et je le dis sans aucune misogynie, plus paternel que maternel. C'est-à-dire que l'autorité, c'est aussi avoir de l'amour pour ses enfants. Et on le fait pour leur bien. Après... L'excès de ça, c'est qu'il ne faut pas chercher l'amour du peuple en retour. C'est toute l'histoire de Coriolan de Shakespeare. Faire attention à ne pas flatter le peuple parce qu'on aime se faire aimer de lui. Oui. C'est pour ça que je pense que les tempéraments de grands présidents sont des gens qui ne cherchent pas l'amour, en fait. Donc c'est donner de l'amour sans le rechercher en retour, c'est en fait un amour déçu, être un bon président, je pense. Mais moi, je suis d'accord avec Philippe Bilger. Un président, ça doit aimer son peuple, ça doit aimer son pays. C'est le b.a.-ba d'un grand président. Mickaël Sadoun, vous dites que tout le monde peut avoir son avis sur une décision de justice. Oui, on ne peut pas juger le dossier sans le connaître parfaitement, ou tu te fais une idée trop simpliste de la justice. Voilà ce que j'entends souvent de la bouche de mes amis juristes, et notamment du plus éminent d'entre eux, Philippe Bilger.
Ces professionnels du droit m'expliquent avec bienveillance que mon manque de technique interdirait ma révolte. Ma révolte quand l'agresseur d'une policière ne prend que 900 € d'amende. Ou ma révolte plus récemment quand un ancien président de la République, qu'on peut tracer, pister et reconnaître, finit en détention provisoire alors qu'il ne représente aucun risque ni pour la société ni pour la bonne conduite du procès. Bien sûr que pour juger un dossier, il vaut mieux le connaître. C'est le rôle des juges, je le respecte, et je les rends pour cela responsables quand ils font une erreur d'appréciation manifeste. Mais j'estime que n'importe qui, et même le plus amateur, peut avoir un avis sur la justice ou sur la pertinence d'une peine. Pour la bonne raison que le droit relève moins de la technique ou de la science que de la morale la plus élémentaire. La récompense des bonnes actions ou la punition des mauvaises est à la base de toute morale, c'est d'ailleurs même la base de toute religion. Mes amis juristes vont me tomber dessus. Eux qui ont l'impression de faire décoller des fusées. Bien sûr, je fais attention à mes propres excès. Je sais que la connaissance d'un sujet nuance presque toujours l'avis qu'on s'en fait, et je rappelle que les tribunaux populaires dans l'histoire ont toujours fini par des bains de sang. Mais sans appeler aux tribunaux populaires, je veux que la justice se rende encore au nom du peuple. Voilà. Mais je suis, mon cher Mickaël, totalement d'accord avec ça. Moi, je considère qu'on a le droit de discuter les décisions de justice. La seule chose qui, en réalité, constitue une violation de la règle démocratique, c'est le fait qu'on ne part pas d'une critique d'une décision pour ensuite traîner les magistrats dans la boue ou l'autorité judiciaire de manière indécente. On ne passe pas abusivement du singulier au pluriel. Mais heureusement qu'on a ce droit, et vous l'avez très bien expliqué. Je suis totalement d'accord avec Mickaël Sadoun. On a le droit de critiquer une décision de justice qui, faut-il le rappeler, est rendue au nom du peuple français. Merci. Et comme au moment de la guerre d'Irak, il y avait un slogan qui se disait en Angleterre, pour ne pas aller à la guerre, not in my name. Moi, il y a des décisions, quand je les vois, j'ai envie de dire, pas en mon nom. Exactement comme Mickaël Sadoun. Je suis d'accord. Et la décision est ravie, peut-être. Absolument. Et ben voilà, et ben écoutez, c'est QFD, j'ai envie de dire. Vous voulez avoir en tout cas récupérer un joli cadeau. Vous avez envie, on a tous envie d'avoir des cadeaux. Bah oui. Oui, je comprends même pas qu'à chaque fois que les vraies voix soient là, que j'ai pas des cadeaux tous les jours. Enfin, je demande rien, mais je comprends pas que ça n'arrive pas. Voilà. Alors puisque je n'en ai pas, et ben on va en offrir aux autres. Voilà. Et vous allez pouvoir donc remporter votre lecteur de livres audio de la marque Prose. Rien que le mot devrait ding ding à votre oreille. C'est le premier lecteur du livre audio, simple, sans appli, sans écran, avec 20 000 livres disponibles, dont des livres pour les enfants. Et on parlait de l'éducation nationale tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. C'est l'appareil idéal pour vous donc vous évader en écoutant vos auteurs préférés. Donc si vous avez envie de l'avoir chez vous, au 0826 300 300, vous pouvez nous le dire, oui, mais surtout par SMS, parce que ça c'est intéressant. Vous tapez Sud sur votre message et vous composez le 7 20 18 7 20 18 par SMS, et ding ding, qui c'est qui va sonner? Et ben c'est le gagnant, voilà. Et on le saura au tirage au sort. Voilà, j'espère que ce sera vous. Et puis dans un instant on va revenir sur quoi, Philippe David? On va parler sur la tornade meurtrière du Val-d'Oise et sur Benjamin qui arrive de la tornade. Et on va parler de Benjamin qui arrive. On va parler dessus, il n'y a pas de problème. J'ai peur qu'on souffre. Ça risque de décoiffer si on parle sur une tornade. Non, moi ça risque pas de me décoiffer. Mais ça va peut-être vous remettre des cheveux. Merci. On va peut-être vous les rendre. Allez, il faut rester avec nous. Et puis 0826 300 300, si vous voulez bien entendu commenter l'actualité avec nos vraies voix. Vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et je dois dire que nous avons un tour de table chatoyant aujourd'hui. Oui. J'aime bien ce mot, chatoyant. Ah, c'est beau, j'adore ce mot aussi. Oui, c'est très, très, très joli. Ça vous va bien, Philippe David. Philippe Bilger. Oui. Chatoyant. Il faut le dire comme ça. Moi, je suis le toyant et là, j'ai le chat. Miaou. Miaou. Mickaël est de retour. Mickaël Sadoun. Voilà, c'est ça. Là. Vous en avez pas marre qu'on fasse Mickaël est de retour? C'est la vanne que mon oncle me faisait quand j'étais petit. D'accord. Voilà. Vous avez les références de mon oncle, vous le prenez comme vous voulez. C'est bien. Il est super gentil. C'est une façon gentiment de me dégager. Voilà. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio.
Et une tempête pourrait frapper la France jeudi. Un risque de bombe météorologique redouté. Oui, celle-ci, elle ferait pas boum, mais elle pourrait bien faire de gros dégâts. Après la tornade meurtrière du Val d'Oise, une grosse dépression arrive par la Manche ce jeudi. 7 départements sont déjà en vigilance orange et presque tout le pays est en jaune. Selon Météo France, si cette dépression s'intensifie vraiment, on parlerait d'une bombe météorologique. Mais alors, ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est Patrick Marlière qui va nous le dire. Bonsoir. 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 Vous êtes météorologue. Alors, je vous dis tout de suite, moi, j'ai vu ça, bombe météorologique. Moi, je connaissais plutôt chez les anglo-saxons, mais en France, je n'avais jamais entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait quelques mois qu'on commence à parler de ce type de phénomène. C'est pas rare pour autant. On a déjà eu des bombes météorologiques. Alors c'est un phénomène quand la dépression qui nous apporte cette tempête se creuse mais très rapidement. C'est-à-dire qu'elle va perdre en son centre 24 hectopascales en moins de 24 heures et ça va donc accentuer tous les phénomènes. C'est un peu si vous comparez dans un évier l'évacuation de l'eau. Si le trou d'évacuation est assez grand, eh bien le vent tourbillonnant, l'eau tourbillonnant va s'évacuer lentement. En revanche, plus on resserre l'évacuation, plus on resserre donc le centre de la dépression, plus les vents seront forts autour. C'est le cas de ce qui nous attend. On l'attendait depuis 48 heures, on disait qu'elle allait se renforcer. C'est le cas avec des vents extrêmement forts. Vraiment, toute la France est en vigilance météo dans la journée de demain. Mais ça veut dire qu'elle peut se déployer un petit peu partout ou on arrive quand même à l'anticiper quand même ? Non, on l'anticipe, on la voit circuler. Elle arrive donc de l'Irlande, elle va glisser sur le sud des îles britanniques, elle va toucher par son centre quasiment le nord de la France, et puis elle va remonter ensuite sur les pays scandinaves. Ça, c'est le centre de la dépression. Mais comme les vents tournent en sens inverse des aiguilles du monde, c'est un vent donc d'ouest à nord-ouest qui va bien taper la France. Il va concerner dès ce soir le nord du pays, le nord-ouest, donc le nord de la Bretagne, la Manche, puis le Pas-de-Calais, et entre 4 et 5 heures du matin, les vents les plus forts arriveront sur toute la façade atlantique. Il y aura d'abord la Loire-Atlantique, la Vendée, jusqu'à la frontière quasiment espagnole. Toutes ces régions seront concernées par des vents extrêmement forts avec des pointes à plus de 120 km à l'heure entre 6-7 heures le matin et jusqu'en début d'après-midi. Merci en tout cas beaucoup. Je vais élargir mon vocabulaire. Vous ne serez plus la seule bombe dans... Je voulais vous la faire, Cécile, mais Philippe a été plus rapide que moi. Faites attention, elle peut exploser. Patrick Marlière, merci beaucoup, météorologue, de nous avoir expliqué, c'était très très clair. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. On va bien vous trouver un travail, ne vous inquiétez pas. Si vous étiez ministre de l'écologie ou de l'environnement, Alain de Lyon est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Si vous étiez donc si vous aviez ce portefeuille, l'écologie ou l'environnement, quelle serait votre première mesure ? Au regard de tout ce qui vient de se passer justement par rapport à l'écologie depuis maintenant de nombreux mois, où les Français sont complètement perdus, la première chose que je fais, je me mets d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale, on crée un UV pour toutes les personnes de l'enseignement, aussi bien des enfants de la maternelle jusqu'à Polytechnique, et on va dire 2 heures par semaine. On réexplique aux gens ce qu'est vraiment la problématique environnementale et tout particulièrement climatique que vous venez d'évoquer dans votre émission juste avant où c'est vraiment en train de se dégrader. Il y a eu cette tornade à Hermont qui a mis par terre la ville, des grues et ainsi de suite. Il y a une tempête qui arrive ce soir. Enfin, il faut absolument que les gens arrivent à recomprendre ce qui se passe au niveau climatique et que c'est à l'échelle mondiale. Ça touche pas la France, ça touche le monde entier, quoi. C'est intéressant ce qu'il dit parce que donner une conscience à des jeunes enfants de dire voilà ce que c'est que le climat, l'environnement dès le plus jeune âge, ça peut être intéressant, Philippe. Oui, et puis le ton du ministre m'a beaucoup plu. Oui. Je veux dire, on nous stigmatise pas, on nous réprimande pas, on explique qu'il faut comprendre qu'un phénomène mondial est en train de survenir et des gens comme moi qui ne sont pas doués seront probablement convaincus. Moi, je vais pas être d'accord du tout avec notre auditeur. Justement, on en parlait tout à l'heure, dans un contexte où les savoirs fondamentaux sont tellement fragiles, où les élèves savent à peine lire, écrire, compter.
commencer à les mettre sur des problématiques jeunes aussi complexes que l'effet de serre, le réchauffement climatique, etc., je vois pas très bien le sens de ça. Pour moi, il faut déjà savoir faire un produit en croix et éventuellement savoir lire. Pour lire une étude du GIEC, il faut quand même avoir des fondamentaux, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment une des erreurs de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est d'avoir orienté les élèves sur les problématiques de société, alors que c'est des problématiques par nature complexes. Ouvrir des conversations, c'est aussi l'intérêt de... Voilà, on peut ouvrir des conversations. Mais c'est vrai que, comme le dit, c'est vrai que c'est des problèmes qui sont souvent physiques, météorologiques, donc scientifiques, hyper complexes. Et à mon avis, même un élève au niveau bac qui est très bon en bac scientifique, je suis pas certain qu'il comprenne pas. On termine avec Alain, notre... N'oubliez pas une chose, je suis ministre de l'Environnement, donc je suis pas ministre de l'Éducation nationale. Toutes mes excuses, monsieur le ministre. Bien joué, vous seriez un très bon ministre. Il a de l'humour, mais je reviens juste en 2 secondes à notre météorologue tout à l'heure, qui est fascinant. Et ça, c'est un bon prof. Ça montre que, voilà, on l'a écouté, voilà. Et c'est peut-être le lien aussi avec l'écologie, de dire quand vous avez des vrais techniciens qui vous racontent les histoires et qui vous racontent la vie, c'est aussi intéressant pour les élèves. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci le peuple, merci. Espérons que vous ne serez pas renversé. Allez, bien entendu, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, mon cher Philippe. Quand on s'émeut du braquage du Louvre, on se fait traiter de pétainiste, tout va bien. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet. Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau modèle d'affaires en lien avec les crypto-monnaies, les Bitcoin Treasury Company. Pierre, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que c'est que ce terme? Comment ça fonctionne tout ça? Bien sûr, Thomas. Les Bitcoin Treasury Company sont apparus en 2020 quand Michael Saylor, dirigeant d'une société américaine qui s'appelait alors MicroStrategy, rebaptisée depuis tout simplement Strategy, a décidé d'investir la quasi-totalité de sa trésorerie en Bitcoin. Il a ensuite émis des obligations et des actions pour lever des fonds et acheter encore davantage de Bitcoin avec la promesse de ne jamais les vendre. Et comment ça s'est passé pour lui ? Le succès a dépassé toutes ses prévisions. En 5 ans, la valorisation de sa société a été multipliée par 200. En août 2020, il a annoncé un investissement de 250 millions de dollars en Bitcoin. Depuis, il a continuellement renforcé sa position, passant de 150 000 bitcoins en 2023 à 600 000 bitcoins en 2025. Et comment a-t-il pris ce fameux tournant stratégique dont vous avez commencé à nous parler ? C'est que Michael Saylor a compris 2 choses avant tout le monde. Premièrement, il a réalisé que si Bitcoin propose une forme d'or numérique adaptée à l'économie du 21e siècle, le modèle d'origine des banques centrales au XVIIIe siècle consistait à accumuler des réserves d'or pour émettre des dettes sous forme de monnaie papier. Et elle promettait d'acheter toujours davantage d'or avec cette monnaie papier. C'est exactement ce que fait Strategy depuis 5 ans avec Bitcoin. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien? C'est quoi la recette? Parce qu'au XXIe siècle, les actions et les obligations des grandes sociétés cotées sont très liquides. Elles s'échangent facilement entre grands investisseurs institutionnels avides de placements liquides avec des rendements adéquats par rapport au risque. On peut dire que ces actions et ces obligations sont de la quasi-monnaie, comme pour le papier des banques centrales du XVIIIe siècle. Quand une Bitcoin Treasury Company emprunte 100 € pour acheter des bitcoins, elle anticipe que ces 100 € seront probablement devenus 200 ou 300 € dans 4 ans, quand sa dette arrivera à maturité. Cette stratégie intègre que la valorisation des bitcoins augmente avec l'adoption croissante, l'amélioration progressive de la technologie et surtout avec l'inflation monétaire des euros, dont la masse circulante augmente inexorablement. Mais Pierre, est-ce qu'il y a d'autres Treasury Company qui existent ? Oui, Thomas Saylor a justifié initialement sa stratégie par la nécessité de protéger sa trésorerie contre l'inflation, mais il a été ensuite suivi par d'autres pionniers du numérique. Elon Musk, fondateur de Tesla, et Jacques Dorsey, fondateur de Twitter, rebaptisé X depuis son rachat par Elon Musk, et fondateur de Square, spécialisé dans les paiements et rebaptisé Block. Oui, je vous interromps, Pierre, parce que moi j'avais quand même en mémoire que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin début 2021.
C'est bien ça. Tout à fait, Thomas. Et bien que Tesla ait par la suite vendu une partie de ses bitcoins pour tester la liquidité du marché, l'entreprise en détient toujours une part significative dans son bilan. Block, de son côté, a non seulement investi en bitcoin, mais propose également des services liés à la crypto-monnaie. Il y a maintenant des Bitcoin Treasury Company dans à peu près tous les pays développés, dont 2 au moins en France, Séquence Communication et Capital B. Au total, les Bitcoin Treasury Companies détiennent plus d'1 million de bitcoins, sans compter les sociétés non cotées, comme Paymium en France, qui en détient depuis 2012, bien avant Stratégie. Mais est-ce qu'il y a des Treasury Companies sur d'autres crypto-monnaies ? Oui, Thomas, le fonds américain Pantera, dédié aux crypto-monnaies, a annoncé la semaine dernière une nouvelle DAT, Digital Asset Treasury Company, consacrée à Solana. Selon Pantera, qui a investi plus d'1 milliard de dollars dans Solana, cette crypto-monnaie présente une opportunité parce que sa capitalisation est seulement 5% de celle de Bitcoin. L'autre motivation affirmée par Cosmo Jiang, directeur de Pantera, est que Solana serait un réseau moins cher, plus rapide et plus pratique. Oui, mais Pierre, pour autant, est-ce réellement une perspective de long terme ? Pas vraiment, Thomas. Si les commissions du réseau Solana sont moins chères, c'est qu'il est tout simplement moins saturé qu'Ethereum ou Bitcoin. Quant à la rapidité, on sait que toutes les transactions électroniques sont quasi instantanées et que les confirmations, plus ou moins longues, sont juste une fonction de la sécurité qu'elles apportent. Méfiance donc s'agissant de crypto-monnaies autres que Bitcoin et dont les promoteurs soulignent des avantages plutôt douteux. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et bien entendu avec Philippe David, mais Mickaël Sadoun, aussi consultant et éditorialiste, et puis Philippe Bilger est avec nous. Et ne perdons pas de temps parce qu'il a envie de parler, hein, Philippe David. C'est tout de suite son... Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 1er arrondissement de Paris. Pourquoi le 1er arrondissement ? Parce que c'est là que se trouve le musée du Louvre, dont le cambriolage ou le braquage, comme c'est un peu des deux à la fois, a fait la une des médias du monde entier. Mais il y a peut-être pire, c'est le relativisme qui entoure ce que je considère comme une humiliation internationale. On écoute ceci. Mais j'en ai marre, Patrick, d'entendre. Depuis hier soir, les pleurnicheuses politiques essayaient de récupérer ce cas. Je dis bien les pleurnicheuses. Jordan Bardella, qui ont fait l'illustration du délitement de la France. Rien que ça. Éric Ciotti, qui estime que la France est humiliée. Rien que ça. Stéphane Bern, en mode psy, qui estime que ça casse le moral des Français. Rien que ça. Écoutez, s'il n'y avait que ce braquage pour plomber le moral des Français, ce serait quasiment le nirvana. Enfin, disons simplement à ceux qui, depuis dimanche, manient les hyperboles, tragédie nationale, perte irréparable d'un morceau de la France éternelle, etc. Le vol de dimanche est infiniment regrettable, mais le diadème de génie ou la parure de saphir de Marie-Amélie ne sont pas les tours de Notre-Dame. Vous avez reconnu Françoise Degois sur Sud Radio et Patrick Cohen sur France Inter, et pour que la fête soit complète, il faut bien citer Thomas Legrand dans Libération qui parle, je cite, de diatribe pétainiste et culpabilisante pour qualifier ceux qui se sont émus publiquement du vol de joyaux qui, s'ils sont estimés à 88 millions d'euros, ont une valeur patrimoniale et sentimentale inestimable. Et je n'en peux plus de ce relativisme qui tendrait à nous faire croire que, finalement, ce ne sont que quelques bijoux qui sont partis, un super braquage de bijouterie qui aurait eu lieu place Vendôme ou ailleurs. Car oui, la France est humiliée à la face du monde avec ce braquage commis en plein jour, devant des gardiens qui n'ont rien fait pour essayer d'arrêter les voleurs et qui n'étaient pas armés, mais peut-être sont-ce les consignes qu'ils ont respectées à la lettre. Oui, les bijoux volés ne sont pas des bijoux ordinaires, je mets des guillemets ordinaires, puisqu'ils ont été portés par des personnages éminents de notre histoire que certains voudraient voir disparaître. Oui, il y a des responsabilités à chercher et donc des responsables. Oui, on a mal aux tripes et mal à la France en pensant à ce qu'est devenue la France par rapport à ce qu'elle fut. Nous sommes des millions à avoir mal aux tripes et honte, sans pour autant être, n'en déplaise à Thomas Legrand, pétainiste.
La manière de tourner en dérision ce braquage est totalement scandaleuse. Je vous rejoins là-dessus, Philippe, sans aucune réserve. Mais si vous me permettez d'établir une hiérarchie entre les humiliations, après tout, on en a le droit, je suis beaucoup plus humilié par l'attitude de lâcheté absolue à l'égard de l'Algérie que par ce qui se passe à propos du Louvre. C'est tout. Je crois que j'allais dire mot à mot et avec beaucoup moins de talent ce que vient de dire Philippe. Très franchement, c'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire les considérations d'une certaine gauche sur ce que pense la droite du musée du Louvre, du patrimoine, ça m'intéresse pas, d'autant plus quand ça utilise des mots comme péténisme. Bon, je trouve ça ridicule. Non, mais mettre le péténisme à toutes les sauces. Mais c'est ridicule. Mais en effet, j'ai été étonné de la réaction des Français qui, à mon avis, désolé, hein, mais je m'inclus dedans, dans leur immense majorité, n'étaient pas quotidiennement concernés par l'histoire napoléonienne et l'impératrice Eugénie. Donc, simplement, en effet, dans la hiérarchie des trucs qui me font un peu honte en France aujourd'hui, c'est pas le truc number one. C'est une connerie de la part de la direction du Louvre. C'est même une très grosse connerie. Très grosse, oui. Et j'espère qu'elle sera réparée, qu'on retrouvera. Je ne sais pas dans quel état ces bijoux qui sont très importants, qui constituent notre patrimoine. Mais j'allais évidemment évoquer le sujet de l'Algérie en disant que ça me fait beaucoup plus mal et beaucoup plus honte quand on voit ça. Pour moi, c'est pas comparable. Mais pour moi, c'est un tout. Parfois, les gens le mettent dans le même sac. Nous allons de Caribe dans Scylla et d'humiliation en humiliation. Oui, Philippe. Oh, non, mais attendez, c'est clair que l'Algérie nous humilie, mais depuis des mois et des années. Désolé de le dire, ça dure pratiquement depuis 1962. Mais là, quand même, ce relativisme, grosso modo, c'est que des pierres, c'est pas bien grave. Je trouve ça hallucinant. Parce que moi, désolé, Eugénie... moi, je suis désolé, ça m'a touché. Ça m'a touché, bien sûr. Notre-Dame m'a touché, ça m'a touché aussi. Différemment, mais ça m'a touché. Le terme c'est le patrimoine français. Non, mais le terme diatribe pétainiste. Non, mais ça espèce de commentaire, c'est des bêtises. Il y avait travail, famille, patrie, et pas bijoux dans la devise. Oui, mais je vous fais quand même écouter Laurence Descartes qui était aujourd'hui auditionnée au Sénat sur ce que la valeur qu'elle porte, en tout cas à ces joyaux. C'est une blessure immense qui nous a été infligée, je la vis profondément, en tant que présidente directrice du musée du Louvre, en tant que conservatrice générale du patrimoine, en tant que citoyenne. C'est quand même quelque chose enfin, on va pas faire un débat, mais c'est quand même notre patrimoine, c'est quand même, moi quand je me dis que cette couronne est tombée par terre dans un scooter, je me dis non mais franchement, de la dernière souveraine de France, l'impératrice Eugénie quand même. De la même manière que l'incendie de Notre-Dame a fait apparaître chez beaucoup de nos concitoyens la résurgence historique de ce qu'était la France, eh bien là on peut dire la même chose, même si c'est pas totalement au même niveau. Mais pour le reste, la hiérarchie des humiliations, évidemment, elle pourrait être faite. Allez, vous restez avec nous. La question du soir dans quelques instants. On va revenir sur cette vidéo que vous avez certainement vue. Ça se passe à l'Assemblée nationale où le député Louis Boyard cache sa montre avant de faire une interview. Et donc on s'est posé cette question, Philippe, est-ce que les signes extérieurs de richesse sont tabous aujourd'hui en France ? Eh bien, pour le moment, vous dites qu'ils sont tabous à 85%. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et pourquoi est-ce que l'argent est tabou en France ? Moi, je ne comprends pas pourquoi il est tabou. Il n'y a pas de honte à avoir réussi, il y a même plutôt de la fierté à en tirer. On en parle dans un instant. Vous voulez donner votre avis ? Justement, ça nous arrange. 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300, sur ce sujet aujourd'hui, sur le fait que Louis Boyard ait dissimulé sa montre avant cette interview. Est-ce que c'est un détail pour vous ? Est-ce que c'est un révélateur de malaise ? Alors que ce qui est lié certainement à la politique, forcément. Est-ce que lorsqu'on porte une montre de valeur et qu'on s'appelle Louis Boyard, est-ce qu'il y a une incohérence ? Et c'est peut-être pour ça aussi, Philippe Bilger, qu'il l'a caché, cette montre. Je vais peut-être vous étonner, ma chère Cécile, mais je vais défendre Louis Boyard sur le point dérisoire qu'est sa montre. Alors attendez, dans un instant. Qu'est sa montre ? L'argent ne fait pas le bonheur,
mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 pognon. J'entends parler que de ça tous les jours. Tout le monde a une Rolex. Hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. 2500 pièces d'or. Et vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Ça y est, vous pouvez le défendre, Philippe. Non, je le défends. D'abord, la polémique est dérisoire. Et ensuite, j'admets la validité de son explication parce que lorsqu'il affirme qu'il enlève sa montre, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je m'apprêtais à faire des conférences et que j'ai des gestes parfois un peu brutaux. J'enlevais ma montre de peur de taper et de faire du bruit. Donc, je laisse ça de côté. Enfin, là, il est debout. Hein. Oui, là, il est debout. Il est oui, pas... mais franchement, je crois que je l'espère, pas totalement tort. Mais sur le point central que vous évoquez, vous avez totalement raison au sujet de l'argent. Les Français, contrairement aux États-Unis, ne félicitent pas les gens de ce qu'ils ont, mais sont aigres devant ce qu'ils n'ont pas. Et ça crée une différence radicale sur le plan de la frustration et de la jalousie. Mais est-ce que cette frustration, par exemple, Michael Sadoun, n'est pas démultipliée avec une politique justement qui incite à bannir, à dévoyer des gens qui réussissent aujourd'hui ? Même à petite échelle, une réussite, elle n'est pas forcément que milliardaire. Déjà, je pense que la France n'est pas un pays qui empêche la richesse de se constituer. On est le 3e pays dans le monde qui a le plus de millionnaires en valeur absolue du monde entier. Je crois 2,8 millionnaires en France, notamment constitués par du patrimoine immobilier principalement. Et on est dans les pays qui ont les plus grands milliardaires. Bernard Arnault était première fortune mondiale pendant un moment. La plus grande fortune féminine était aussi française pendant un long moment. Bettencourt-Meyer. Oui. Donc, L'Oréal. On n'est pas un pays anti-riche. Je pense que les Français, d'abord, on se moque de Louis Boyard parce qu'il y a une hypocrisie de la gauche derrière ça, c'est-à-dire condamner la quête de biens matériels, mais en même temps, quand on peut avoir un petit objet sympa, ça fait plaisir quand même à tout le monde. Donc c'est cette hypocrisie, à mon avis, que les Français ont sanctionné, et moi le premier, alors que je suis pas du tout anti-biens matériels. Et je pense aussi que les Français ont leur bonne et leur mauvaise tête. Ils estiment qu'il y a une bonne manière de gagner de l'argent et une mauvaise manière de gagner de l'argent. Donc ils vont s'abattre sur un tel riche et pas sur tel autre. Et puis il faut voir le revers de la médaille, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de tabou vis-à-vis de ça. Mais la société américaine est une société dans laquelle on considère que globalement, si vous n'avez pas gagné d'argent, c'est que vous êtes nul. Oui. Donc je n'aime pas ce revers de la médaille. C'est un autre travers. C'est un autre travers. C'est pour ça qu'on a un milliardaire président des États-Unis, mais je pense qu'on n'aurait pas un milliardaire en France président de la France, parce qu'il se ferait lyncher pendant sa campagne. Donc moi je crois qu'il y a quand même une chose, c'est le niveau des politiques dans ce domaine qui est affligeant. Je me rappelle un certain François Hollande qui avait osé dire dans un débat face à Michel Alliot-Marie, alors il n'était pas président, il était encore premier secrétaire du Parti Socialiste, je n'aime pas les riches, j'en conviens, je n'aime pas les riches. Alors, et il qualifiait les riches de gens qui gagnaient 4 000 euros par mois. Je tiens à rappeler qu'un député gagne beaucoup plus de 4 000 euros par mois, ce qui signifie que François Hollande ne s'aimait pas lui-même. Ce qui est quand même un record. Je crois que l'actrice qu'il a épousée, Julie Gaillet, ne doit pas avoir des cachets à 4 000 euros. Mais bien plus. Donc, ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme. Et comme il ne fréquente personne à moins de 15 000 euros par mois, il n'aime pas ses amis. Alors, c'est complètement hallucinant, parce que pour faire gauche, il fallait dire... Non, je n'aime pas les riches. Oui. Mais quand vous avez quelqu'un qui va finir à l'Élysée, qui dit de telles énormités, ça veut dire que ce pays, ça veut dire que pour ce qui le concerne, c'est ridicule, mais ça veut dire que pour que des gens le croient, ce pays est malade. Oui, mais tout de même, Philippe, je vous trouve là aussi avec beaucoup de talent, un peu de mauvaise foi. Il est vrai que j'aime beaucoup le couple Ségolène et François Hollande. Mais ils sont plus en couple depuis longtemps. Oui, non, mais je veux dire, je les relis dans mes raisonnements politiques, et on ne peut pas dire il n'aime pas lorsqu'il dit je n'aime pas les riches. Si, il le dit. C'est une... Oui, mais il faut... Parce que même Madame Alliot-Marie dit, vous avez une drôle de conception. Je vous ai qualifié d'intellectuel, essayez de le démontrer. Face à vous, je n'aurais pas de mal. Il veut mettre en cause...
Très bon. Il veut mettre en cause un certain univers et il le fait maladroitement et c'est idiot de globaliser ainsi. Mais on ne peut pas tout de même traiter ces propos de François Hollande comme l'expression d'une bêtise suprême. Voilà. Mais je rebondis sur ce que disait Louis Boyard. Il disait, enfin, visiblement, il a mis un blouson Tony Hilfiger, qui est pas non plus une marque de luxe. Voilà. Oui. Le problème, c'est pas qu'il ait une montre qui vale un petit peu d'argent ou quelque chose, c'est de se sentir obligé de le dissimuler. C'est ça qui est dingue. Ça pose aussi la question de l'électorat de Louis Boyard. Oui, non, mais ça, c'est un vrai souci quand même. Ah bah oui, je suis d'accord. Mais moi, je crois l'obligation de explication, ma chère Cécile, je ne pense pas qu'il l'ait enlevé parce qu'il avait peur de montrer une montre à 295 €. Moi, j'y crois absolument pas. Moi non plus. J'y crois absolument pas. Voilà. Il l'a fait dans une forme de secret qui était, à mon avis, évident sur ses intentions politiques. Ça pose une question, je le redis, pas sur les Français en général, mais sur l'électorat de Louis Boyard, ou en tout cas ce que Louis Boyard pense de son électorat, ce qui est un petit peu autre chose. Mais si tu veux, il y a une question aussi dans tout ça, à partir de quand commence l'indécence? C'est-à-dire qu'une montre à 300 €, lui, il estime que c'est rien pour certaines personnes, c'est énorme une montre à 300 €. Alors pourquoi lui, il va fustiger quelqu'un qui a une montre à 5 000, et pourquoi celui qui a une montre à 5 000 va fustiger celui qui a une montre à 50 000? Donc il y a toujours cette question du curseur. Il y a en effet, je crois au concept d'indécence, mais elle est d'autant plus permise par une société où la transparence est obligatoire. Excusez-moi, je trouve quand même que cacher sa montre, c'est un peu fort de café, parce que rappelez-vous ce qu'avait dit le patron de Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années. Il s'était fait égratigner parce qu'il voyageait en business en avion. Et il avait dit, à mon âge, je voyage en qu'en business, et grosso modo, allez vous faire voir. Ouais. Mais moi, je dis qu'il avait raison. S'il a les moyens de se payer la business, tant mieux pour lui. Par contre, après, quand on a un patrimoine comme le sien, on évite de cracher sur les riches. Mais moi, qui parte en vacances au Club Med, qui me prenne même des jets privés s'il en a envie, sauf si après, il fait la leçon sur le réchauffement climatique, qu'il faut faire la transition énergétique, etc., grand bien lui fasse. Mais je ne supporte plus ce pays, la France, où on réussir, c'est tabou, réussir, c'est scandaleux. Non, mais l'ambivalence, c'est de mépriser l'argent et de le vouloir à tout prix. Voilà, c'est ça l'ambivalence, en fait. Évidemment. On a tous envie d'être riche à millions, mais d'un autre côté, on aime l'argent, mais quand il est sur notre compte, en fait. Vous savez, l'excellente présentation de Maxime tout à l'heure me rappelle un mot d'un humoriste au 19e siècle. Il entend lors d'un dîner une milliardaire qui dit « c'est terrible d'avoir de l'argent », il lui dit « mais rendez-le ». Mais est-ce que c'est la définition d'un mensonge social, de ces attitudes? Ouais, je crois qu'il y a aussi une grosse inculture économique des Français. Par exemple, quand on entend la semaine dernière que Bernard Arnault a gagné 19 milliards en une journée, et que des élus socialistes qu'on croit quand même un minimum de QI quand même, qui disent tout le monde ne le croit pas. Mais il faudrait taxer à 2% cette richesse qui a gagné, et que les Français, moi je pense que certains le comprennent, mais pas tous, ils comprennent pas que ces 19 milliards qu'il a gagnés, il peut les perdre le lendemain en fait. Parce qu'il peut même en perdre le double le lendemain. Il peut même en perdre le double le lendemain parce que c'est du stock et pas du flux. Voilà, donc ça s'appelle une plus-value latente, c'est simplement qu'il y a des actions, elles sont montées un jour, elles peuvent baisser du double le lendemain. Mais quand les gens ne comprennent pas ça, tu te dis mais comment ils peuvent avoir une compréhension normale de la richesse, de la pauvreté, des mécanismes économiques? Ils n'ont pas la base. C'est pas que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Donc normalement, on devrait avoir foi en la politique et en ceux qui on devrait en tout cas, peut-être on devrait. Et donc quand on n'est pas aguerri à l'exercice, malheureusement, moi il y a plein de choses que je ne comprenais pas et que je comprends aujourd'hui parce que je travaille dans ce domaine-là et que j'aurais pu croire à un moment donné. Donc l'éducation économique. Michael a raison dans beaucoup de domaines, alors que les citoyens a le droit d'avoir la parole, heureusement. Il y a, par exemple, une inculture judiciaire, une inculture économique. Moi, j'en suis un parfait exemple, et j'ai été frappé récemment par un dialogue où François Ruffin a été littéralement laminé par un patron de l'industrie, Alexandre Sobo, remarquable, d'une manière très simple. Il lui a expliqué des fondamentaux que même moi j'ai compris. Et donc, je crois que ça veut dire que avant la discussion démocratique, il faudrait un minimum
qui mais l'éducation. Non mais absolument. Alors, je crois qu'il y a un problème pour l'éducation, mais je voudrais rassurer Cécile qui dit maintenant il y a des choses que je comprends. C'est parce que tous les jours elle est au contact d'un grand intellectuel, pour citer Philippe Bilger. Je n'ai pas dit qui c'était. C'est évident. Non, pour revenir sur l'éducation, vous dites à juste titre que les Français sont fâchés avec l'économie. Oui. Mais comme vous, j'ai pris des cours d'économie. Le problème, c'est que le biais par lequel on enseigne l'économie, alors je suis plus vieux que vous, moi à l'époque le rideau de fer existait encore et certains profs nous présentaient le modèle socialiste de l'autre côté du rideau de fer comme étant excellent parce qu'on était dans la... Ah ben je ne plaisante pas, c'est vrai. Non, mais je parle pour moi. Non, parce que vous n'étiez pas né en 1989. Oui, et puis à HEC, il n'y avait pas beaucoup de marxistes, si tu vois. Moi, c'était avant, et on nous disait grosso modo que la crise, certains profs, pas tous évidemment, que la crise qui frappait les pays occidentaux, c'était pas une crise mondiale, c'était la crise du monde capitaliste, parce que de l'autre côté du rideau de fer, il n'y avait pas de crise économique, parce que c'était un autre système, etc. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les pays qui ont quitté le rideau de fer, il n'y en a aucun qui a voulu revenir dans le communisme, qu'on le veuille ou non, jusqu'à preuve du contraire. Et il y a le biais de l'enseignement, de la manière dont l'économie est enseignée en France, qui est un vrai problème. D'ailleurs, tu as raison de dire que c'est drôle, nos grands intellectuels, nos grands économistes à l'échelle mondiale, si on excepte Philippe Aghion, là, qui a pris le prix Nobel de l'économie récemment, en général, sont des socialistes. Thomas Piketty ou Esther Duflo, etc. Duflo, bien sûr. C'est des socialistes, des marxistes même. Oui. Philippe Aghion fait un peu exception à ça. Il a eu des considérations politiques, moi, qui me plaisent pas du tout, mais c'est plutôt un mec de l'école libérale. Enfin, excusez-moi, quand on a conseillé François Hollande et Emmanuel Macron, quand on voit leur bilan en économie et qu'on a un prix Nobel d'économie, je me pose quelques questions sur le prix Nobel. Mais Philippe Bilger va encore dire que je suis médisant. Qu'il n'a pas été suivi. Philippe Aghion, moi, j'ai reçu son enseignement à HEC, je peux dire que c'était ce qu'on appelle un turbo-libéral. C'est-à-dire, lui, il est pour déréglementer l'économie, il est pour l'innovation. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Non, c'est pas du tout un socialiste. Oui, pourtant, il a conseillé Hollande et Macron. Après, ça, c'est le rôle du politique de prendre les décisions. Si Philippe Aghion était président de la République, on pourrait en discuter, mais... Oui, il faudrait remettre un peu de simplicité, en tout cas, dans tous ces débats et arrêter de monter les uns contre les autres. Ce serait déjà une bonne chose. C'est très binaire, ce que je dis, mais ça me paraît l'évidence. Le vrai problème de la France, c'est que l'employé déteste le patron et le patron méprise l'employé. Mais en écoutant des personnalités comme Ruffin, qui parlent toujours d'oligarchie, enfin, ça, ce sont des mots qui choquent, enfin, et en tout cas, et qui frappent et qui divise forcément. On n'est pas dans la vérité, on est bien d'accord. Ah oui, totalement, on n'est pas dans la vérité. D'ailleurs, s'il y avait une oligarchie en France, je crois que les impôts seraient pas aussi élevés. Je vous prends un exemple que je prenais pendant la pause. Le jour où Zidane a signé au Real Madrid, à l'époque c'était encore la pesette et le franc, j'étais à Barcelone, j'étais en déplacement en Espagne, en Barcelone. Elle est longue votre histoire, elle est très courte, c'est pas le grand amour, et il avait signé pour un salaire de mémoire de 25 millions de pesettes par semaine, c'est-à-dire 1 million de francs, 150 000 € aujourd'hui. Ça va. En Espagne, tout le monde était super content. Je suis revenu en France, le salaire des footeux, non mais c'était pour la pub, et les auditeurs n'ont pas entendu. Et ça, en Espagne, tout le monde était content qu'un footballeur gagne beaucoup d'argent. En France, tout le monde crie au scandale, et ça, moi, j'avais trouvé ça quand même dingue. Vous êtes binaire, Philippe. C'est fabuleux, quand il a une idée, elle est recyclée. Ah bah oui, et il la répète. Parce que c'était pour les auditeurs, je vous l'ai dit à vous. Vous êtes vraiment doué. Là, par exemple, dans un instant, on va envoyer la pub, et ben il va vous le redire. Il y aura une troisième fois. Je vais vous la raconter, ce qui s'est passé. Allez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Bilger. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Merci, Mickaël Sadoun. Merci beaucoup. Vous pouvez rester parce que dans un instant, on va parler d'un sujet qui me passionne. C'est une vraie révolution, c'est celle du vin sans alcool. Oula, voilà. C'est hyper intéressant. Et quel est l'intérêt, parce qu'il ne faut pas faire la promotion, bien évidemment, c'est dangereux. Non, mais c'est vin sans alcool avec des goûts qui sont très. Vous en avez déjà goûté? Non, je n'ai pas. C'est pour avoir le goût sans le mauvais effet. J'attends cette émission, moi qui ne bois pas d'alcool. Enfin, je vais peut-être avoir. C'est du vin blanc, ça. Vous écoutez ce que je dis ou pas? Oui. Ça vous a chauffé, ce sujet. Non, ça vous intéresse pas. On boit vos paroles. Eh bien, écoutez, très bien, mais ne soyez pas sous. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. C'est un marché incroyable et avec des personnalités qu'on a envie d'entendre. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.